de la première loi de la décentralisation de 1982. Loin de l'esprit de la décentralisation, le gouvernement réduit implicitement chaque année la capacité des collectivités, et particulièrement des départements, à agir. Après la loi de finances 2020, qui avait supprimé la taxe sur le foncier bâti, la loi de finances 2023 programme la suppression de la CVAE dès 2023 pour les départements. Cette dernière sera remplacée à son tour par une fraction de la TVA. Avec cette nouvelle suppression, nous perdons notre dernier lien fiscal avec notre territoire et le dynamisme des recettes qui l'accompagnent. Et pour enfoncer le clou, le montant de cette fraction de la TVA est calculé sur les 4 dernières années, comprenant ainsi le recul de la CVAE durant la crise Covid, lésant ainsi un peu plus les collectivités dans le calcul de cette compensation. Cette suppression s'accompagne également d'une incertitude sur le devenir du fonds de péréquation de la CVAE. Le projet de loi de finances 2023 n'en fait pas clairement état. Potentiellement, ce sera une perte supplémentaire pour notre département. À présent, avec la suppression totale des recettes liées à la fiscalité, nous vivons plus finalement que grâce à des dotations et des parts de produits provenant d'impôts nationaux. Même pour Philippe Laurent, secrétaire général de l'Association des maires de France, avec qui je n'ai pas la même couleur politique, cette situation est un non-sens. Il dit, je cite, « Nous devenons les sous-traitants de l'État avec le basculement sur des dotations dont une partie est indexée sur les produits d'impôts nationaux. Nous sommes à la merci du gouvernement qui peut modifier nos dotations et compensations de loi de finances. » Au moment où Elisabeth Borne a déclaré au dernier congrès des départements de France qu'il est essentiel de relancer une véritable décentralisation, de revoir de fond en comble les lois NOTRe et MAPTAM, que le principe de la libre administration des départements qui doit être préservé, que les départements sont les meilleurs échelons pour répondre aux besoins de la population par le caractère premier de nos politiques de proximité, jugez que nous sommes en plein paradoxe qui prêterait à rire si la situation de nos concitoyens et l'avenir de notre collectivité n'étaient pas si préoccupantes. Dans les faits, nous assistons au retour d'une forme de tutelle de l'État sur les collectivités, avec la suppression de tous leviers fiscaux et la multiplication de financements fléchés, remettant en cause le principe même de la libre administration des collectivités. Comme l'affirmait le président de la République lors d'une visite auprès du président du conseil départemental de la Mayenne, la décentralisation, ce n'est pas donner une compétence sans transférer la dynamique de financement qui va avec et les responsabilités qui vont avec. Il faut que les responsabilités accompagnent, que le pouvoir normatif accompagne et que les financements accompagnent et que tout cela aille jusqu'au bout, ce qui n'est pas le cas aujourd'hui. Loin de ces propos, Mme Borne entame son agenda territorial, pour reprendre son expression, par la mise en place d'un pacte de confiance qui n'est ni plus ni moins que la concrétisation d'une loi de programmation de réduction des dépenses publiques jusqu'en 2027. Ainsi, nos dépenses de fonctionnement ne devront pas connaître une augmentation de plus de 3,8% pour 2023 et elles ne pourront pas dépasser l'inflation, moins 0,5% pour les années suivantes. C'est le retour du pacte de Cahors, sans discussion avec les collectivités et qui prend désormais en compte le taux de la dette de chaque collectivité. Loin d'un témoignage de confiance, c'est un véritable acte de méfiance envers les collectivités que met en place le gouvernement avec ce pacte. Par ailleurs, pour l'heure, nous ne connaissons pas clairement les dépenses qu'intégrera ce pacte, comme ça a été dit. L'APA et la PCH vont-elles rentrer dans ce pacte de confiance? Si des paroles existent aujourd'hui, aucun élément n'est clairement inscrit dans la loi de finances. Je rappelle, comme l'affirme le rapport, que l'État ne compense plus ses AIS qu'à hauteur de 30%, nous laissant ainsi un reste à charge de 165 millions d'euros sur une dépense totale de 237 millions d'euros inscrits en 2023. En l'absence d'un retour à la solidarité nationale dans le financement de ces deux AIS, les inclure dans le pacte de confiance serait une profonde injustice. Ces AIS sont des dépenses sur lesquelles nous n'avons pas de prise. Elles sont des allocations dont le versement doit être assuré dès que les critères de droit sont respectés. Nous pourrions également nous interroger sur l'intégration dans ce pacte des dépenses dues à l'augmentation légitime du point d'indice ou de celles dues au Ségur de la santé, décidées par l'État, mais en grande partie financées par les collectivités locales. À cette situation s'ajoute la question de la dotation globale de fonctionnement. Loin d'être indexée sur l'inflation, le gouvernement propose d'augmenter à minima la dotation globale de fonctionnement, laissant ainsi les collectivités seules face à l'inflation, tout comme à l'explosion des prix de l'énergie et à l'augmentation du reste à charge des AIS. Le risque de l'inflation et la crise énergétique, c'est une augmentation de 32 millions d'euros pour notre collectivité sur nos dépenses de fonctionnement. À cette situation, déjà peu réjouissante, nous pourrions ajouter l'augmentation de notre participation à Île-de-France Mobilité à hauteur de 2 millions d'euros,
alors que dans le même temps, Valérie Pécresse privatise des lignes entières de transport francilien, poursuit la dégradation des conditions de transport des usagers en n'embauchant pas à salaire digne le nombre de conducteurs nécessaires et prévoit d'augmenter prochainement le prix du pass Navigo à 100 €. Si j'entends la réjouissance qu'on peut avoir sur la question du plan vélo, disons-le clairement, toutes les dispositions que pourra prendre le département pour développer le vélo ne compensera pas les conditions de transport dégradées que vont subir les usagers dans peu de temps avec la politique d'Île-de-France Mobilité. 40 ans après la loi de décentralisation, le bilan est donc dramatique. Cette loi qui a permis partout en France de développer des services publics pour répondre aux besoins de la population. Cette loi qui a permis de développer des politiques originales pour répondre aux défis de notre siècle est désormais remise en cause. Entre détricotage de la fiscalité locale et le pacte de confiance, l'État décide de plus en plus de la manière de gérer nos collectivités. C'est donc la fin de la libre administration et nous devenons à terme des agences de l'État, ni plus ni moins. Ce gouvernement, finalement au diapason des précédents, a du mal à nous entendre dans notre demande de moyens liés au transfert de compétences, à part pour la recentralisation du financement du RSA, où l'État puise tout de même dans nos recettes chaque année 220 millions pour son financement. Comme les précédents, ce gouvernement ne veut pas entendre parler d'une véritable péréquation verticale, tout comme d'une solidarité nationale. Il laisse ainsi les départements se débrouiller entre eux, en grande partie, avec un arsenal de péréquation horizontale, comme si les conseils départementaux pouvaient se sauver les uns les autres. C'est dans ce contexte que se déroule notre débat d'orientation budgétaire. Dans ce contexte où nous avons des marges de manœuvre qui vont continuer à se réduire d'année en année, alors que les besoins de la population et des communes ne vont cesser de croître. Une année 2023 où nous allons devoir nous adapter constamment à la vague sociale qui peut croître au fur et à mesure des mois. Dans ce sens, Monsieur le Président, nous vous proposons, pour répondre à cette vague sociale et dans la mesure des moyens qui sont les nôtres, de travailler à un plan d'urgence permettant une information et un accès de facilité aux dispositifs départementaux pour faire face à la montée de la précarité que vont vivre un grand nombre de Séquagno-Donisiennes et Séquagno-Donisiens. Je ne doute pas de votre sensibilité à cette proposition. Et j'en profite aussi pour dire que ce plan d'urgence ne sera viable que si nous sommes capables, dans le même temps, de pouvoir travailler au maintien et voire peut-être à l'extension de nos services publics locaux de proximité, si indispensable pour ces populations. Le maintien de ces services publics locaux de proximité, nous devrons le travailler à la fois avec nos objectifs politiques, qui sont les nôtres et que nous partageons, et également en lien avec les difficultés que nous rencontrons dans le cadre de la crise du recrutement de la fonction publique territoriale, auquel les 1607 sœurs, aujourd'hui, participent encore. Ce travail, nous devons le mener particulièrement sur la question du pôle solidarité, qui aujourd'hui subit de grands manquements en termes de professionnels, faute d'être désormais attractif. Ce débat d'orientation budgétaire est également marqué par une augmentation de 19 millions du budget de l'insertion pour atteindre un budget de 40 millions au total. Nous ne pouvons que nous féliciter de cette augmentation qui ne risque de ne pas être à luxe dans la situation actuelle. Dans la crise sociale qui nous touche, le suivi des allocataires pour le retour à l'emploi va encore devenir plus prégnant, avec un marché de l'emploi déjà extrêmement tendu. Il nous semble nécessaire, dans ce nouveau contexte, de travailler ensemble aux dispositions pour permettre un accompagnement le plus important possible des allocataires du RSA. Et d'ailleurs, on peut se réjouir de la délibération en CP sur le maintien de PIE, de façon à pouvoir avancer aussi sur la mise en place des ALI sans avoir ce trou qui existait et qui pouvait être dangereux pour les allocataires du RSA sur les secteurs où ça ne s'était pas mis en place. Je profite également d'avoir la parole pour vous dire que nous aurons également des questions, comme nos collègues d'Europe Écologie Les Verts, sur la question de la biennale interculturelle et la création du campus francophone mondial. Mais je ne doute pas que nous aurons l'occasion d'y discuter d'ici le 15 décembre, date du vote du budget. Enfin, et de façon extrêmement rapide, je souhaite nous féliciter de la mise en place de la mutuelle départementale, qui peut être une petite bouffée d'air dans cette situation de crise sociale que va vivre la population et qui permettra de pouvoir essayer de garantir à une partie de la population un accès aux soins digne de ce nom pour pouvoir avancer sur ce débat-là. Nous le voyons, le débat d'orientation budgétaire montre quand même que nous allons être face à un budget de combat pour pouvoir continuer à faire sorte que les politiques de notre collectivité puissent toujours être efficaces et pouvoir être originales afin de répondre aux besoins de la population séquagno-donisienne qui ne va cesser de grandir. Et donc, nous lancerons, je pense, à mon avis, plusieurs appels avec les autres associations d'élus de France pour pouvoir faire en sorte que nous nous donnons les moyens aux collectivités locales de pouvoir accomplir leur mission, mais pas uniquement sur la question
leur rôle obligatoire, mais également sur toutes les politiques qui leur paraissent nécessaires pour répondre aux besoins et aspirations de la population. Je vous remercie. Merci, Émilie. Franck Cannaroso. Merci, Monsieur le Président, Monsieur le Vice-président aux Finances, mes chers collègues. Permettez-moi tout d'abord de remercier les agents